tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une cette semaine 600 km à pied pour rejoindre Paris. C'est le défi que s'est lancé un maire de Gironde. Son objectif, se faire entendre et trouver des réponses à ces problématiques de maires de petites communes, comme nous l'expliquera TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, dès le début de ce journal. Un trésor sous-marin en Martinique. La rédaction de Via ATV nous dévoilera les résultats de fouilles archéologiques réalisées sur des épaves. Des objets datant du XVIIIe siècle ont été notamment retrouvés. Et puis recycler, c'est ski, c'est possible. Après cet hiver de neige, la chaîne 8 Mont-Blanc nous emmènera dans les locaux d'une start-up qui exploite des skis usés pour fabriquer du mobilier. Puis en fin de journal, attention au trompe-l'œil avec le body painting. Vosges TV nous fera découvrir cette discipline artistique qui utilise les corps comme décor. 600 km pour porter ses doléances, c'est le pari osé, je vous le disais dans les titres, d'un maire de Gironde qui, pour se faire entendre, a donc décidé de rallier l'Élysée à pied. Objectif de cette aventure pédestre, défendre des thèmes chers à sa commune et rester pour l'heure sans réponse. Un périple qui use les souliers, comme a pu le constater Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Je fais attention de moins marcher sur la route pour préserver mes pieds. C'est des petits détails que je n'avais pas forcément pris en compte au début. Après quelques jours de marche, Jérémy Gaillard commence à prendre les bons réflexes. Mon projet, il est né en septembre de l'année dernière. Je dis toujours, c'est la problématique de notre réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté qui n'avaient pas les éducateurs spécialisés dans le secteur. C'est ça qui m'a fait dire, il y a un truc qui tourne pas rond, il faut qu'on trouve une solution. La solution, relier Coudreau, commune de 1150 habitants en Gironde, à l'Élysée en marchant. Un trek de 650 km à travers le pays. En définissant certains critères, évidemment des critères de sécurité quand même, qui étaient d'éviter au maximum les nationales bien évidemment, j'en ai aucune, mais les départementales aussi quand c'était possible de les éviter. Durant ces jours de congé, le jeune maire, élu il y a 3 ans, effectue entre 30 et 40 km chaque jour. Un rythme effréné qui nécessite une bonne hydratation et un bon sommeil. J'ai essayé de prioriser l'accueil par mes collègues élus des communes où je m'arrête, donc je leur ai fait un courrier. Sur les communes où j'ai pas encore eu de retour ou où j'ai pas d'éléments, j'ai travaillé avec le réseau. Un réseau d'élus et des soutiens décisifs pour venir à bout de son objectif. Porté sur la table des ministères, 10 dossiers clés qu'il a lui-même gérés. Je ne suis pas fan de l'agressivité. Je pense que manifester et envoyer des courriers polis aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Quelle que soit la personne qui m'écoute, ce que je souhaite, c'est pas qu'on fasse de l'affichage, c'est qu'on ait des réponses concrètes. Donc, est-ce qu'on peut avoir plus de gendarmes sur notre brigade? Est-ce qu'on peut avoir les éducateurs spécialisés qu'on n'a pas? Est-ce qu'on peut faire en sorte, enfin, de mettre les moyens pour que nos bords de fleuves et de rivières soient entretenus? Voilà. Des demandes qui pourraient trouver réponse le 7 juin prochain. Le jour où Jérémy Gaillard devrait arriver au palais de l'Élysée en début d'après-midi. Voilà un projet bien courageux porté par cette édile et qui nous permet d'évoquer maintenant l'une des principales problématiques rencontrées par les collectivités à l'approche de la saison estivale, la chasse aux fuites d'eau. La sécheresse de l'an dernier et celle qui s'annonce poussent les communes à surveiller leur canalisation. Dans l'Hérault, cette tâche est rendue possible grâce à une technologie innovante. Les explications d'Eliott Francom pour Via Occitanie. Regardez. C'est une petite boule pas plus grande qu'une balle de tennis qui est envoyée dans les canalisations. À une vitesse de 60 cm par seconde, elle va analyser les 2 km de tuyaux de la ville. Poche d'air, petite et grande fuite, tout est détecté sur son passage. Dedans, elle est équipée principalement d'un microphone. C'est ce qui permet de détecter les fuites puisque c'est un bruit de sifflement, c'est une dépression. Et pour après les localiser, on utilise des capteurs qui sont sur la canalisation, qui sont eux géolocalisés au GPS. Et la Smart Ball est dotée d'un émetteur de son, un ultrason, que le capteur reçoit. Pour vérifier qu'elle ne s'est pas coincée dans les canalisations, 6 points de contrôle ont été mis sur son passage. À l'aide de l'ordinateur, Yann peut vérifier la position en direct. On va avoir donc là des premières notions de distance. Donc là, elle serait aux alentours de 100 mètres, donc en amont. Et au fur et à mesure, les points vont se rapprocher. Et une fois qu'elle aura passé le point de contrôle, moi j'aurai une distance quasiment proche de 0 qui permettra de confirmer qu'elle est bien passée. Un peu plus d'1 heure après, la boule ressort dans ce réservoir d'eau. Les données vont maintenant être analysées au Canada ou à Singapour.
Les résultats sur les éventuelles fuites d'eau seront ensuite transmis à la collectivité dans un mois. L'intérêt justement en période de sécheresse comme en période ordinaire, c'est de pouvoir faire une inspection des canalisations sans avoir d'impact sur les usagers. Donc ça va être transparent pour les usagers et on va avoir une analyse très fine de toutes les problématiques qui sont concernées par ce tronçon de canalisation. Une opération qui a un coût. Près de 42 000 € ont été déboursés pour cette détection. Et la course aux bonnes idées pour préserver l'eau nous conduit en Bretagne. Là-bas aussi, des solutions sont déployées pour lutter contre les effets de la sécheresse. Dans la commune de Saint-Lunaire, par exemple, ce sont les eaux vidangées qui vont être utilisées pour nettoyer la ville. Les détails avec ce reportage de la chaîne TVR. Regardez. Au pied du château d'eau de Saint-Lunaire, une réserve d'eau secondaire enterrée fait l'objet chaque année d'une vidange obligatoire pour raisons sanitaires. Mais à chaque fois, il fallait gâcher le fond de la cuve, soit tout de même plus de 120 mètres cubes. Alors cet hiver, suite à la sécheresse de l'été dernier, il a été décidé de conserver cette eau précieuse. Et donc on a recréé un réservoir d'environ 200 mètres cubes dans un ancien réservoir de Saint-Lunaire, construit en 1914-1917. Donc là on a eu cette possibilité et on l'a travaillé avec les services techniques durant l'hiver. Le réservoir, le voici, construit derrière ce petit muret, sur une surface de 25 mètres sur 12. Cette eau va être utilisée dans le cadre du balayage, puisque une balayeuse consomme à peu près 500 litres d'eau toutes les 2 heures. Donc on va pouvoir balayer les rues, ce qui n'a pas été le cas l'été dernier, du fait de l'arrêté sécheresse. Et on va également pouvoir l'utiliser dans le cadre de l'hydrocurage. Autant d'eau potable qui ne sera pas puisée sur le réseau. Ainsi, Saint-Lunaire utilise une eau de vidange pour éviter de gaspiller. Et à Saint-Lunaire, chaque goutte d'eau est précieuse puisque les douches de plage ont été stoppées depuis 2012. On anticipe ce qui sera dans le rapport du GIEC, une sécheresse tous les 2 ans. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut faire les travaux, les aménagements et penser à économiser à tous les niveaux. La ressource en eau devient stratégique. Saint-Lunaire et ses 2500 habitants consomment 400 mètres cubes d'eau par jour en période hivernale, mais c'est 3 fois plus l'été avec les touristes. Et vous le savez, il n'y a pas que la ressource en eau qui est précieuse en ce moment. Chaque euro dépensé est aussi scruté dans un contexte de hausse des prix. Pour vous aider à faire vos courses, des applications se proposent de vendre à moindre frais des paniers anti-gaspi. Parmi celles-ci, la plateforme Phoenix, créée il y a 4 ans, permet de retirer en magasin des fruits et des légumes à prix défiant toute concurrence. Un sujet de Jérôme Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord et du Courrier Picard. C'est jour de course pour Aurélie qui vient faire le plein du réfrigérateur. Bonjour. Un panier Phoenix. Très bien, je vous cherchez ça tout de suite. Nul besoin de caddie pour cette cliente. En quelques secondes, l'affaire est dans le sac. Là aujourd'hui vous avez 2 choux, un chou frisé, un chou-fleur, vous avez une barquette de fraises, il y a des pommes, il y a des bananes, vous avez d'autres légumes. Dans ce panier, des fruits et légumes qu'elle a réservés par avance via Phoenix, une application mobile produit d'une start-up française. C'est une application avec plusieurs enseignes, donc vous sélectionnez l'enseigne que vous vouliez prendre le panier. Voilà, puis après il faut venir le récupérer. Mais du coup c'est moins cher? Oui, carrément. Là 10 €, 5 €, après il y a d'autres enseignes qui font différemment. Des produits invendus ou à date de consommation courte à prix cassé. Une astuce anti-gaspillage aussi bonne pour la planète que pour le porte-monnaie et sur laquelle surfent de plus en plus d'enseignes. C'est des produits qui sont un petit peu moins jolis, ça va être une poire qui va être un petit peu abîmée, un petit peu poquée, des choses comme ça. C'est des paniers qui sont vendus à moins 50% en réalité du prix de vente des produits chez nous, quoi. Moins 50%, une aubaine face à la hausse des prix, notamment des denrées alimentaires. Seule condition sine qua non pour en profiter, il faut savoir se laisser surprendre. C'est comme à Noël, vous acceptez en fait d'avoir ce cadeau entre guillemets pour moins 50, moins 60, moins 70%, donc c'est intéressant économiquement pour vous, mais les règles du jeu c'est que vous ne savez pas ce que vous récupérez. Alors bien sûr si vous allez chez un imprimeur vous aurez des fruits et légumes, vous vous en doutez, mais vous ne savez pas exactement lesquels puisque ce sont les invendus du jour, donc par nature ils ne sont pas prédictibles pour le commerçant. Pourtant, le modèle cartonne. Partenaire de la plateforme Phoenix depuis février, cette enseigne amiénoise a déjà vendu plus de 320 paniers anti-gaspi. Alain Madelin était l'invité jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. L'ancien député et ministre de l'économie et des finances s'est vu interrogé sur la situation politique et économique du pays. Regardez cet extrait.
Il y a plein de gens qui accusent ou qui disent que Emmanuel Macron est un président libéral, ultralibéral, néolibéral. Vous partagez cet avis ? Écoutez, si la France était libérale, nous n'aurions pas ce poids de l'administration, nous n'aurions pas ce poids de la bureaucratie et nous n'aurions pas ce poids des impôts et des dépenses publiques. Nous sommes, à la limite, presque recordman du monde dans les démocraties non libérales. Alors Macron, il est bien, il a compris que pour la croissance, il fallait débrider la fiscalité, faire en sorte que les gens aient plus d'argent, de motivation à gagner de l'argent, c'est vrai, mais en même temps plus d'argent ensuite pour l'investir. Qu'il avait besoin davantage de concurrence, parce qu'il est pour la concurrence. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. Mais ça ne fait pas un président libéral. Hein. Face au territoire avec Alain Madelin est à voir ou revoir sur le site internet de TV5 Monde et des partenaires de l'émission. Ouest France, Nice Matin, France Antilles, 20 minutes, La Montagne et le magazine Le Point. Le Point, justement, qui publie cette semaine une édition spéciale consacrée à la ville de Nice. L'hebdomadaire propose notamment un dossier sur les richesses naturelles de la région, entre parc naturel du Mercantour et train des merveilles. Quelques bonnes adresses niçoises vous sont aussi dévoilées dans cette édition, tout comme les clés du marché immobilier local. Toutes ces informations et d'autres sont donc à retrouver chez votre marchand de journaux dans le magazine Le Point dédié à Nice. Allez, sans transition, direction la Martinique dans ce journal où des passionnés d'archéologie viennent de dévoiler les secrets d'un trésor sous-marin. Une découverte réalisée sur des épaves et portant sur une cinquantaine d'objets datés du XVIIIe et du XIXe siècle. Les fouilles débutées il y a un mois ont été réalisées grâce notamment à un partenariat avec les forces armées. Un reportage de Loïc Régis pour VIA TV. Tout a commencé l'an dernier avec la découverte de ce canon en bronze. Puis les chercheurs relancent l'expédition dans la baie de Fort-de-France en mai 2023. Ils trouvent un gouvernail et sur environ 100 mètres carrés, une quantité assez importante d'objets. Un résultat présenté ce matin au Fort Saint-Louis. Faïences, pièces de monnaie ou encore des accessoires présents sur un navire. Le mobilier qu'on a prélevé dans le cadre de ce projet date principalement de la seconde moitié du 19e siècle. Donc on a retrouvé des pièces de monnaie qui sont datables de manière assez précise, donc des années 1850 avec l'effigie de Napoléon III. Sinon on a du mobilier aussi qui date du début du 20e siècle. Après tant d'années passées sous l'eau, ils doivent maintenant livrer leurs secrets. Ces objets sont importants parce qu'ils vont nous permettre de donner des fonctions aussi, sur leur utilisation. Que ce soit du mobilier lié à la construction des navires, à la réparation des navires, aux équipages, à la vie quotidienne à bord. Chaque pièce collectée est photographiée des centaines de fois. Les clichés sont analysés par un logiciel afin de restituer une image en 3 dimensions. Avec ce procédé-là, on peut continuer à faire l'analyse de l'objet avec des milliers de photos. Chaque photo sera parfaite, elle sera prise à 1 mètre ou 2 de distance. Et l'assemblage de ces photos peut reconstituer l'objet ou l'épave de manière très propre. Fragile, hors de l'eau, et ne pouvant pas être traités en Martinique, la majorité des objets seront replacés à l'endroit précis où ils ont été prélevés. La mission sous-marine devrait être reconduite l'an prochain si le financement est approuvé. Voilà, et de trésors culturels, il en est aussi question à Saint-Étienne, où le musée d'art moderne et contemporain se prépare à d'importants travaux. Une rénovation qui oblige les agents du musée à déménager les 3000 œuvres du site. Une opération évidemment minutieuse et risquée, où tout doit être pensé pour protéger les tableaux, les sculptures et les autres objets d'éventuels accidents, bien sûr. Un sujet de Céline Ercilia pour TL7, la chaîne de la Loire. Des salles vides et des murs immaculés, un spectacle un peu fantomatique auquel le public n'est pas habitué au musée d'art moderne et contemporain. Les œuvres ont été décrochées, elles vont être préparées pour le déménagement avant travaux, un travail minutieux réalisé en partie dans cet atelier. 3000 œuvres, peintures, sculptures, photographies entre autres, vont devoir sortir du musée. Il reste quelques mois pour organiser ces déplacements tout en garantissant la sécurité de chaque objet.
Effectivement, il faut arriver à manipuler ces œuvres avec le plus grand soin possible, éviter évidemment toutes les vibrations qui pourraient leur porter préjudice, les chocs. Et au fond, notre réserve étant déjà saturée, la problématique est en fait d'avoir du recul, de manipuler comme il faut, et donc d'éviter en fait tout risque d'impact sur la plupart de nos œuvres. Mais le challenge ne fait pas peur aux spécialistes du musée. Plusieurs agents ont été formés pour l'occasion et depuis plusieurs mois, on déborde d'ingéniosité pour optimiser le stockage tout en étant écologique et économique. En fait, pour l'écologie, c'était mieux de vraiment pas mettre 6000 m² de bulles. C'est très cher et après ça va direct à la poubelle, alors que là, c'est du bois qui est recyclable. Et puis qu'en plus, nous, on peut recycler. Et l'avantage, c'est que pendant un an, le stockage, on peut déplacer 10-15 œuvres en même temps sur une seule palette. Et on peut faire le suivi. S'il y a une dégradation sur chaque œuvre, on a une vision immédiate. Une fois préparé, le déménagement pourra débuter fin septembre prochain. Les œuvres sont réparties dans des lieux différents à Saint-Étienne. Il y a les réserves historiques du musée, que ce soit à Saint-Jean-Bonnefond ou à côté de la Cité du Design. Et puis là, nous louons des espaces supplémentaires pour accueillir les œuvres qui sont habituellement stockées au musée. La phase de travaux débutera ensuite pour une réouverture estimée au printemps 2024. Mais certaines œuvres du musée seront encore visibles hors les murs dans une prochaine exposition à la Cité du Design, exposition qui lancera le projet de Galerie nationale du design. De la réalité virtuelle pour les seniors, à Limoges, un atelier découverte était organisé il y a quelques jours dans l'un des EHPAD de la ville. Une technologie qui permet aux résidents de voyager dans leur passé ou de découvrir de nouveaux endroits. Une activité qui a aussi pour but de créer des échanges, de stimuler la motricité et aussi de favoriser l'apaisement de nos aînés. Images et explications de Benjamin Delmas pour 7 à Limoges. Ils sont captivés par le film et donc ils sont beaucoup plus détendus après, et plus calmes et plus ouverts à l'échange, quoi. C'est la première fois que vous mettiez un casque comme ça ? Première fois, oui. Et ça fait un peu peur de mettre un casque comme ça ou pas du tout ? Pas du tout peur, non. C'est impressionnant, mais c'est tout, non. Ça me fait pas peur, non, pas du tout, non. Que faire des skis usagés après la fin de saison hivernale ? Voilà une question bien encombrante avec le retour des beaux jours. Depuis 3 ans, une entreprise savoyarde s'est donc lancé le défi de recycler nos vieux skis. En France, en moyenne, 500 000 d'entre eux sont jetés chaque année. L'idée, c'est les réutiliser pour en faire du mobilier, des tabourets, des tables ou même des abris de bus. Une idée innovante et bonne pour l'environnement, comme a pu le constater Camille Privat pour la chaîne 8 Mont-Blanc sur place. Dans cet entrepôt, une montagne de skis. Ici, toutes les couleurs, les marques et les époques sont représentées. Ces skis ne sont pas destinés aux pistes, mais bel et bien à votre salon. Donc là, ça va être tout le gisement qu'on va avoir des skis avant le tri et la sélection. Donc comme ils arrivent des déchetteries. Skitech fabrique des meubles un peu particuliers, car ces skis récoltés en déchetterie sont utilisés comme matière première. Une fois remis à neuf, ils seront transformés en table, en tabouret ou même en abribus made in Savoie. Techniquement, c'est un produit qui est très performant. Donc on peut se permettre pas mal de choses au niveau du flex, au niveau de la solidité du produit, de sa légèreté et de sa ligne, qui pour moi, on arrive sur quelque chose de très élancé, très coloré, donc on peut vraiment s'amuser avec ça. Ouais. En France, ce sont en moyenne 1 demi-million de skis qui finissent à la décharge chaque année. L'entreprise s'est lancé le défi d'en réutiliser 20% d'ici 2025. Aujourd'hui, c'est enfoui en décharge ou c'est réduit en combustible solide de récupération. Parce qu'on ne sait pas, en fait. C'est un sandwich de divers matériaux emballés dans de la résine. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de solution de recyclabilité. Choisir le bon modèle dans leur stock de 12 000 skis, couper, nettoyer, lustrer, c'est un travail d'orfèvre. On aime à dire que les finitions correspondent à 20% du travail total, mais correspondent en temps à 80% du temps. Pour les structures les plus importantes, comme les abris à vélo, il faut également réaliser une série de tests pour identifier les propriétés mécaniques.
En 2022, l'entreprise a permis de donner une seconde vie à près de 500 skis. Mettre l'ambiance et haranguer la foule pour aider son équipe à gagner. Voilà en résumé le travail d'un speaker professionnel. Au club de basket du Mans, cette tâche est assurée depuis 10 ans par Vincent Royer. Cet ancien animateur de radio fait preuve, vous allez le voir, d'une énergie folle les jours de match. Colin Ansel pour LMTV Sarthe l'a suivi le temps d'une rencontre. Regardez. Est-ce que vous êtes prêts ? Cette voix, le public d'Antares la connaît par cœur. Vincent Royer est maître de cérémonie. Il anime différents événements, principalement du sport. C'est avec le club de volley de Poitiers qu'il a commencé. Je suis devenu fan de ce club, supporter de ce club, un peu ultra, dans le bon sens du terme. Et le manager de l'époque m'a dit tiens, tu fais plus de bruit que tout le monde dans les tribunes, tu vas présenter les matchs la saison prochaine. Et donc j'avais 16 ans quand il m'en a parlé, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Depuis, Vincent est devenu l'un des speakers les plus reconnus de France. À son actif, l'Eurobasket 2015, l'Euro de football 2016 ou encore le match de NBA entre Chicago et Détroit à Paris en janvier. Un travail où il profite de chaque instant. Les poils qui se dressent sur les avant-bras, c'est pas descriptible en fait comme sensation. Quand on se retrouve au milieu de 5000 personnes, 10 000 personnes, 30 000 personnes, on joue avec le public et on prend une énergie qu'on doit rendre avec le public et c'est hyper euphorisant comme sensation. Son travail, intervenir au micro, assurer le son mais aussi coordonner toutes les animations. Avant chaque rencontre, il s'entretient avec le responsable communication du club et les équipes techniques. À quelques minutes du début du match, la pression monte, toujours. Il faut avoir le même stress avant chaque match, même si ça fait des années que je suis au MSB, parce que si tu ne mets pas la même rigueur les soirs de match et que tu te dis bon bah ce soir c'est bon, je sais faire, c'est là où tu oublies un truc en fait. Il faut s'obliger à être stressé presque, je dirais. Et après ce stress-là, tu le transformes en énergie positive. Depuis le parquet, sa manière d'animer est saluée. Souvent, ça part de lui, la bonne énergie dans la salle. Je pense qu'il ressent très bien les moments où on a besoin de l'appui du public pour essayer de se surpasser. Pendant les playoffs, avec son speaker endiablé et un public surchauffé, Antares pourrait redevenir un chaudron embrasé. Tuilier, maréchal ferrant ou encore tailleur sur pierre, voilà certains des métiers et savoir-faire presque disparus en 2023. Des traditions que tente de faire vivre une association en Moselle. Cet été, elle proposera tout un week-end d'animation autour des métiers d'autrefois. Une manière de préserver le patrimoine culturel, comme nous le raconte Jonathan Vaucher pour Moselle TV. On va commencer à travailler en ligne vers là-bas. Le château de Romécourt, comme au début du XXe siècle. Pas de problème. Allons-y, mesdames. Charpentier, tailleur sur pierre, faucheur ou encore potier, tous les corps de métier d'un village d'antan seront reproduits durant un week-end. C'est un métier qui n'a pas disparu et puis qui tend même à avoir un regain d'intérêt pour tout ce qui est artisanal et l'artisanat d'art et le travail de la terre. Dans cette ferme fortifiée d'autrefois, le public venait déjà nombreux depuis 2 saisons pour assister au roman de Romécourt, un spectacle nocturne son et lumière. Cette année, la journée entière sera consacrée à faire revivre la vie de ce château. Quand j'ai conçu le roman de Romécourt avec Multifonction, c'était de faire ça, de reconstituer la ferme. Ça a un peu dévié, j'ai raconté l'histoire de la famille, mais là, on va davantage raconter l'histoire du pays des étangs, de la Moselle, comment on travaillait autrefois. En plus de la ferme pédagogique, les enfants pourront découvrir des métiers manuels, comme la tonte de mouton ou la boulangerie. J'aime plus transmettre le savoir que transmettre le pain, même si offrir du pain à quelqu'un, ça donne toujours le sourire. Mais c'est vrai aussi faire comprendre aux gens que acheter des pains à 1 € en supermarché, c'est impossible d'avoir une qualité de travail ou une qualité du produit. Il était une fois Romécourt se déroulera le week-end du 19 et 20 août avec l'aide de 85 bénévoles qui sont déjà en pleine forme pour leur rôle. C'est l'heure du casse-croûte. Voilà, de la couleur, des trompe-l'œil et des corps pour œuvres d'art pour terminer ce journal. La rédaction de Vosges TV nous emmène dans les allées de l'un des principaux rassemblements d'Europe consacré au body painting. Une discipline en plein essor et qui, vous allez le voir, s'amuse des perspectives grâce à l'usage des corps. Un reportage de Thierry Lasson et Dan Didier. Il était difficile ce week-end de passer à côté sans les apercevoir. Et en même temps, il fallait tout de même bien ouvrir les yeux.
C'est une technique de camouflage. Hein, là. Oh, c'est plus une technique à ce rythme-là, c'est de l'art. Dans le cadre du Festival des Mondes Imaginaires, les Imaginales au Parc du Cours d'Épinal se déroulaient sur 2 jours et comme chaque année désormais, les traditionnelles rencontres de body painting, pas si traditionnelles que cela. Dans le body painting, les camouflages existent depuis déjà un moment, c'est quelque chose qui se pratique, mais jamais dans un événement à telle ampleur. Plus d'une trentaine de modèles, essentiellement féminins, avaient prêté leur corps à autant d'artistes. Des modèles femmes, mais pas seulement, quelques hommes avaient fait de même, suffisamment rares pour être remarqués. C'est la première fois que je suis modèle et apparemment c'est plus sur les femmes, donc c'est cool du coup de pouvoir représenter la diversité masculine dans ce milieu. Et Alexis ne s'est pas vraiment fait prier pour laisser libre corps à son amie Morgane, la jeune femme dont c'était la toute première fois. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet art ? Le côté création, le côté expression, un projet artistique en fait. Et puis voilà, c'est juste les passions du cœur, il n'y a pas d'autre explication. Pour Lucie, ce n'était pas une première en revanche en tant que modèle. Je suis modèle photo, mais c'est vrai que là, le body painting, c'est une deuxième expérience, on va dire. Une deuxième bonne expérience où c'est un body painting complet au niveau du corps. Quant à l'artiste, c'est l'illusion qui l'inspirait, mais au bout du compte... Beaucoup de détails, beaucoup de points, beaucoup de petits traits, de symétrie aussi, donc c'était pas le meilleur choix, mais bon, on saura pour la prochaine. Voilà, sur la photo c'est très dur de distinguer. C'est vrai qu'on ne les voit pas sur la photo, ou très peu, mais en vérité, l'appareil photo n'a qu'un œil. Nous on en a 2, donc on voit la perspective, donc on arrive à les photographier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.